Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo tant attendue. Donc nous allons faire le point avec vous de pourquoi nous avons quitté le Canada, enfin le Québec surtout. Voilà, donc c'est parti, générique, let's go. Bienvenue sur la chaîne Yaya et Maman. Suivez nos aventures. C'est parti. Alors avant tout, je tiens à dire, je suis désolée si on a une tête un peu fatiguée, si on est un petit peu déphasé. Hier soir, nous avons fêté mon anniversaire. Aujourd'hui, donc on vous tourne la vidéo parce qu'on vous l'avait promis qu'elle sortirait là. Mais voilà, retour lendemain de soirée. Je n'ai pas trop compris ce qui se passe. Je me retrouve avec un nouveau tatouage fait dans un bar. Enfin, voilà, ouais. L'année commence bien. Heureusement que j'ai fait ça, mais bref, donc désolée d'avance, mais de toute façon, vous n'êtes pas là pour nous regarder, enfin nous observer notre beauté. On serait déçus sinon, ça va, voilà. Donc c'est parti, donc vas-y, commence. Donc on se présente. Voilà, donc pour ceux qui arrivent sur notre vidéo pour la première fois, donc... Mehdi, 32 ans, bientôt 33. Morgane, 27 ans maintenant, mon Dieu. Les cheveux blancs. Bon, c'est vrai, je les coupe donc ça se voit pas. Nous avons 2 enfants, Malia alias Yaya sur la chaîne et Baby M, que certains... Voilà, il y en a qui ont trouvé. Après, c'est vrai qu'on essaye un petit peu de préserver un maximum les enfants. Ouais. Mais voilà, donc Baby M et Malia. Du coup, Yaya qui a 4 ans et demi. Et Baby M qui va faire un an là dans 10 jours. Ça y est, ça passe à une vitesse pour ceux qui nous suivent. Je sais pas, mais moi je me dis ça passe trop vite. Du coup, nous avons créé cette chaîne-là avant notre arrivée au Canada pour justement montrer nos périples, pas que nos périples, nos belles aventures aussi. Notre vie en fait. Notre vie, comment s'est passé les démarches pour pouvoir émigrer au Canada. Donc on vous a fait quelques vidéos, vous pouvez retrouver dans les recherches de notre page YouTube. Et voilà, quoi, ça va faire un peu plus de 2 ans qu'on a maintenant, c'est ça. Plein de retours positifs, excuse-moi de te couper. Non, je te laisse. Quelques négatifs aussi, mais ce qui alimente les conversations. De toute façon, il faut du positif et du négatif partout. Et voilà, donc effectivement, sur notre chaîne, vous pouvez retrouver vraiment notre vie. Nous, on est vraiment sans filtre. On va dire autant le positif que le négatif. Ce qui en déplaise à beaucoup. Voilà, parce que c'est vrai qu'avant d'arriver au Canada, on va pas se cacher, on s'était renseigné, c'était vraiment... sur les réseaux sociaux, que du positif. Tout beau, tout rose, tout le monde avec le bon côté du Québec. Le pays des bisounours. Voilà. Nous, on s'est dit, tant mieux. Donc, nous, on a émigré au Canada en novembre 2022. Et à partir de là, on s'est dit, on va se lancer, on va montrer notre vie là-bas aussi. Sauf que nous, on a vraiment été sans filtre. Enfin, quand j'ai des coups de gueule à passer, je les passe. Quand il y a des comparaisons à faire qui peuvent aider les gens, on les fait à chaque fois de notre point de vue personnel. Ah oui, ça n'engage que nous. Après, voilà, chaque famille est différente, chaque personne l'est. Mais voilà, je pense que c'est quand même bien d'avoir aussi des retours négatifs, pas d'avoir que du positif comme on peut trouver sur les réseaux. Car du coup, comme vous l'a très bien expliqué, nous sommes venus avec que des bons a priori, c'est le monde des bisounours, le pays du rêve et de ça, presque le pays de l'oncle Sam, c'est frontalier. Mais en fait, en plus, on a fait une très grosse erreur, c'est que nous sommes partis nous expatrier, nous émigrer, sans avoir été au pays au préalable en fait. Donc ça c'est une très grosse erreur qu'on recommande de ne pas faire aux autres du coup maintenant. Il vaut mieux partir en voyage 2 ou 3 fois avant pour voir comment ça se passe avec des petites et longues durées, en famille ou sans famille. Et voir par la suite si ça peut être intéressant pour vous de vous expatrier ou migrer. Nous, ça a vraiment été sur un coup de tête. On s'est dit, on en a marre de la France, on va partir. On a eu une opportunité au Canada, on a dit let's go, on va découvrir, on va faire l'aventure, on va s'expatrier, on va reconstruire notre foyer, enfin voilà. Après, je ne regrette pas du tout cette expérience. Non, pas franchement, voilà, déjà il faut se dire, on ne regrette pas du tout. Tout ce qu'on va dire dans cette vidéo, c'est vraiment, je le redis, propre à nous. C'est pas forcément une attaque non plus, c'est parce que le pays parfait n'existe pas dans tous les cas dans le monde entier, donc ne vous sentez pas visé à mal sur tous les patriotes qui prennent mal qu'on parle de leur c'est pas un pays, c'est leur région, parce qu'ils pour eux ils ne font pas partie du Canada. Donc ne prenez pas personnellement, en fait c'est notre avis à nous, c'est que à nous en fait, voilà. Après il faut savoir que depuis notre retour, on a quand même beaucoup, ça je tiens à faire un point, on a beaucoup de personnes
qui sont ou qui vont rentrer au pays, avec qui on a pu échanger, qui sont aussi en accord avec nous. Sauf qu'en fait, ces gens-là, ils nous le disent, voilà, je veux dire s'expriment pas assez sur les réseaux, sur la réalité et sur ce que nous, on peut penser des fois. Enfin, sur ce côté, je sais pas comment dire, pas négatif, mais voilà. Il y a toujours des points négatifs. Après, oui, ça peut être un côté négatif, mais voilà, après, comme j'ai dit, il y en a partout. Ça n'existe pas, le monde parfait. Donc, on s'est présenté, donc novembre 2022, novembre 2024, ça a été notre période au Canada. Au Québec plus exactement, et c'est parti pour vous faire plusieurs points sur le pourquoi on a décidé de rentrer en France. Déjà pour commencer, nous ne sommes pas rentrés à cause d'un visa périmé ou autre, car en septembre dernier j'ai renouvelé un contrat, j'ai renouvelé mon visa pendant 2 ans de plus, donc on pouvait rester au Canada sur le sol québécois jusqu'à septembre 2026 à la base. Donc ceux qui disent qu'on est rentré parce qu'on n'a plus de papier, c'est pour ça. Donc on vous a fait un petit plan pour être un peu ordonné dans la vidéo. On vous a fait 7 chapitres. Là, on va vous les énumérer comme ça. De toute façon, là en bas, vous avez les étapes de chapitres. Donc vous pouvez avancer pour les parties qui vous intéressent, ce qui vous intéresse le moins. Ou tout regarder. Tout le regarder, c'est l'idéal. Et surtout, on n'oublie pas de liker, commenter, partager et vous abonner. Donc il y a 7 gros chapitres de pourquoi nous avons souhaité revenir au Canada. C'est bien de se compter jusqu'à 7. Donc je vous les énumère. Moi je vous l'ai dit. Énumère. Donc je vous les énumère de suite. Le premier, la distance avec les proches, la famille, etc. Le deuxième, le climat, car nous venons du sud de la France, comme vous pouvez le savoir, pour ceux qui le savent d'ailleurs. 3, les écoles pour les enfants. 4, le soin pour la famille complète. 5, le coût de la vie. 6, l'injustice qu'il peut y avoir au Québec. Et le 7e, la mentalité des Québécois, qui un peu se rallie avec le 6. Alors, pour commencer, donc, la distance avec les proches. Il faut savoir que nous, dans notre région, donc là où on habite, dans le sud de la France, on est vraiment un cocon familial. C'est-à-dire que, déjà, toi... moi, j'ai toute ma famille qui est ici, quoi. On vit dans le même village. Voilà. C'est... Résumé, famille dans le même village. Eux, c'est vraiment une secte du village. Voilà, c'est notre village, presque. De toute façon, Mehdi m'avait toujours dit, je ne quitterai jamais mon village, sauf... si c'est pour aller à l'autre bout du monde. C'est ça, si je quitte le pays en fait. Chose qu'on a faite. Mais du coup, on se retrouve à nous remettre au point de départ. Ça, c'est pour ceux qui partent, vous savez, on est toujours attiré par le point de départ. Après, moi, à 40 minutes de chez nous, j'ai quand même mes grands-parents. Après, j'ai mes parents qui ne sont pas à côté de nous. J'ai ma mère en région parisienne et mon père et la famille de mon père en Bretagne. Oh là, elle a dit, en Bretagne. Dites-nous. Saint-Nazaire, c'est en Bretagne ou c'est quoi le département d'à côté, enfin la région? Loire-Atlantique. Ou Loire-Atlantique. Alors c'est la Loire-Atlantique. C'est compliqué. Mais excusez-moi, Loire-Atlantique, mais alors Nantes, ok peut-être pas, mais tout ce qui est Pornichet, Saint-Nazaire, La Baule, excusez-moi, il y a des pays bretons. Pour moi c'est la Bretagne, c'est le sud de la Bretagne. Faites un débat entre vous. Bref. Donc voilà, donc moi je suis un peu plus éparpillée, mais malgré ça, j'ai quand même des liens assez forts avec ma famille. On bougeait beaucoup pour aller les voir. Des fois, même c'était beaucoup sur des coups de tête. Bon, de toute façon, ceux qui arrivent sur la chaîne, vous allez voir, nous, on vit beaucoup sur des coups de tête. Après, ceux qui nous suivent, maintenant, vous êtes habitués. Mais ça arrivait souvent que des fois, le vendredi soir, je rentrais du travail, je récupérais Malia à la crèche. Et puis Mehdi, il me disait, fais ton sac, on va aller voir ton père, ou fais ton sac, on va aller voir ta mère. On prenait la voiture de nuit, on avait passé le week-end avec eux, et puis voilà. Donc c'est vrai que ça, le fait de partir, on savait que ça allait être compliqué, et on avait quand même beaucoup de liens, surtout en visio. Moi, ma famille, en tout cas, je les avais tous les jours. Toi, on avait quand même assez régulièrement des nouvelles de ta famille aussi. Mais voilà, on est rentré dans cette routine la première année. On était là, bon, ça va, ça fait du bien, on respire, on se retrouve. Vraiment, ça a été un point positif, c'est qu'on a pu se retrouver, qu'on a pu faire l'éducation qu'on voulait à notre fille sans interaction avec la famille. Parce que très souvent, on connaît un premier enfant, la famille qui veut aider, ils interagissent avec l'éducation qu'on donne. Ça crée des liens toxiques en fait. De toute façon, vous devez le savoir, ça, vous connaissez, je pense. Vous, les parents qui étaient très sévères avec vous, mais qui sont des dieux, des anges avec les petits-enfants. C'est ça. Donc c'est vrai que là-dessus, ça nous a permis quand même de pouvoir donner l'éducation qu'on voulait à Malia. Mais... alors la première année, voilà, c'était la découverte, tout beau, tout rose pour nous aussi. Franchement, il n'y avait pas de souci. Mais arrivé la deuxième année, sachant que moi, je suis tombée enceinte de baby M, ça a été compliqué.
vivre ma grossesse loin de la famille, sachant que j'ai quand même eu des complications. Pour ceux qui veulent savoir le parcours de grossesse au Canada, je vous invite à aller fouiller un petit peu dans la chaîne YouTube. Il y a un chapitre vraiment qui est dédié dans nos vidéos sur la grossesse au Canada. Mais voilà, donc j'ai vécu une grossesse très compliquée, loin de ma famille. J'ai mes grands-parents, 85 ans quand même, qui ont pris l'avion pour venir en janvier 2024, afin que je n'accouche pas seule et qu'ils soient présents, que j'ai un peu de la famille. Une fois qu'ils sont repartis, on a eu des sœurs qui sont venues. Vraiment, on a eu un enchaînement, ça a fait du bien. Mais il faut savoir que ça a été quand même très compliqué de se retrouver là, de fil en aiguille, tout seul. C'est ça, et puis nous sommes rentrés cet été en France pour les vacances, sauf que nous sommes rentrés pour une très longue durée quand même, parce qu'on a pris les congés parentaux et tout. Donc on est resté 3 mois en moyenne. Alors moi je suis restée 4 mois, Mehdi il est resté 2 mois. Ouais, 2 mois et demi. Et en fait, on s'est réhabitué dans le coin, en fait, à la région. Et c'est vrai que le retour au Canada, ça a été assez très brutal. Surtout très pour brutal. Malia, en fait. Ça lui arrivait plusieurs fois de se réveiller en pleurs, de dire qu'elle était triste, qu'elle voulait rentrer. Que son cœur était triste, ouais. D'être loin de sa famille. Donc voilà, c'est vrai que... Alors, on est rentré en même temps pour profiter parce que vu que j'avais eu Baby M et que j'avais accouché toute seule et on avait eu vraiment un très petit bout de famille qui avait pu le rencontrer et que moi, par rapport, qu'on va vous parler après, le chapitre d'après, le climat, je n'en pouvais plus d'être dans la neige, enfermée en congé maternité, j'avais besoin de bouger. Mehdi m'a dit, écoute, tu fais les passeports des petits, tu prends un billet d'avion, tu rentres avant moi. Et le fait de profiter, de revivre dans ce cocon familial, de revoir la famille limite quotidiennement. Et ça, surtout avoir des personnes qui puissent nous aider, parce que c'est vrai qu'on était que nous là-bas, on n'avait pas d'aide forcément. Voilà, c'est pas évident quand on part seul, on peut toujours s'appuyer sur les grands-parents, les parents, oncles et tantes, etc. Mais en partant à 8000 km à peu près, c'est pas forcément simple. Et puis, donc voilà, de retrouver cette routine, c'est vrai que Malia, ça lui a fait énormément de bien de se rendre compte qu'elle n'était pas seule avec nous, qu'elle avait quand même une famille, des liens familiaux, et que c'était important. Donc elle, ça a été très compliqué, et même pour nous, de se retrouver à nouveau seule, on s'est dit, bon... Qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai que on a pris cette décision au bon moment quand on avait que Malia qui était en âge 2 ans de pas comprendre la séparation et qu'on puisse finir notre éducation. Mais là, à un moment donné, ça commençait à être compliqué. Puis voilà, nos parents prennent de l'âge. J'ai mes grands-parents encore qui ont quelques années, petites années devant eux, mais qui sont présents. Donc, qui avaient aussi envie de profiter de leurs arrière-petits-enfants. Donc, c'est vrai que ça a été un gros point, si je puis dire, décisif quand même, que on est rentré trop longtemps en France, on va pas se mentir. Même nos familles, ils nous disent, vous serez restés que 1 mois. Vous auriez pas eu le temps de reprendre ce train-train familial avec nous, reprendre les habitudes. Vous serez repartis, vous aurez repris directement, on aurait été directement réancrés dans ce qu'on avait construit au Canada. Là, on a trop repris le goût, on a trop repris ce truc de famille. Donc voilà, après, ce n'est pas un regret parce que, comme je dis, ça nous a permis de faire l'éducation de Malia. Ça m'a fait une expérience de grossesse. J'ai su que je ne voulais pas de 3e enfant après 2 grossesses compliquées, voilà. Oui, ça nous a apporté quand même, parce qu'on a appris de la maturité malgré tout. On a changé d'optique sur certains points qu'on avait ou qu'on n'avait pas justement. Ça nous a apaisé aussi. Ça nous a fait une belle expérience. On n'a pas de regret pour ça, pour l'expérience, il n'y a pas de regret. Donc, et puis on sait maintenant qu'on doit prendre du recul pour certaines choses. Bon voilà, les grands-parents, ils sont comme ça de toute façon. Mais ça on a... bientôt. Mais on a quand même... Il me fatigue. On a quand même besoin d'eux. Enfin voilà, la famille c'est vraiment trop important. Enfin, il y a des gens qui ont l'habitude de vivre seuls, de vivre sans leur famille, loin déjà. Donc eux c'est pas un souci. Mais nous c'est vrai que, enfin même toi, tu n'es pas famille de base. Tu t'es rendu compte que quand même t'avais un infime petit truc. Ouais, parce qu'on n'est plus invité aux anniversaires ni rien, c'est nul. Il y avait on peut manger et boire gratuitement. Il y avait des cousinades sans toi. Ouais, pour ça. Enfin voilà, donc la famille c'est vrai que ça a été un gros point, l'éloignement, donc 2 ans c'était bien, ça nous a permis de souffler, mais revenir ça fait quand même énormément de bien. Non. Chapitre 2. Le climat. Donc on se met dans la tête d'une personne qui a vécu 30 ans. Oui, alors attention, mettez-vous dans sa tête là, ça va être c'est compliqué. Qui a vécu 30 ans dans un lieu où la température négative n'existe pas, à part qu'en montant en altitude, où il fait soleil 300 jours de l'année minimum,
où là on a passé Noël en t-shirt. Là on est le 11 janvier actuellement, il fait presque, il va faire entre 15 et 20 degrés dehors. Et du coup partir s'expatrier, migrer dans un pays qui est très chaud l'été aussi, mais qui l'hiver est très froid. Passer, on va dire, 6 mois de l'année, c'est une image, hein, c'est pas vrai, sous la neige. Donc ouais, de novembre à peu près jusqu'à mars-avril, il y a beaucoup de neige, beaucoup de froid. Atteindre des températures de moins 30, moins 40 à ressenti. Après, ça va, après, on va dire que c'est sec. C'est le climat sec, donc il fait une moyenne de moins 10, moins 15 degrés tout l'hiver. Mais c'est pas ressenti comme, c'est pas vraiment moins 10, moins 15 on ressent, c'est comme si on avait un moins 5, 0 degré en fait, quand on est bien couvert. Mais bon, c'est vrai que pour dire... alors, vous allez nous dire, vous savez très bien que le Canada, c'est froid, c'est l'année, nanana, nanana, fallait vous renseigner avant. On le savait. Moi, la première, quand il m'a dit Destination Canada... Elle était pas bien. J'étais pas bien. Je lui ai dit, moi, le froid, c'est pas possible. Enfin, sachant que je suis une frileuse de l'extrême, pour moi, on passe en dessous de 5 degrés, c'est de là, quoi. Mais il m'a dit, mais non, c'est une expérience, ça va nous changer. Enfin, vraiment, on était préparés, hein. On avait acheté les équipements, tout ça. Et je dis pas, hein, quand on a une bonne veste et une bonne paire de chaussures, il fait bon. Franchement, c'est supportable. Alors oui, c'est brutal les premiers jours. C'est brutal quand on a le froid arctique et qu'on vit les moins 30 genre sur 24-48 heures. Mais après, ça va, c'est jouable. Ouais, parce qu'en soi, quand on est couvert, il fait relativement doux, parce qu'avec une grosse veste et tout, au pire des cas, on met des affaires thermiques sous les vêtements et ça va. Et en fait, ce qui me dérange personnellement, faire 3 mois de l'année sous la neige à moins 20 ou quoi, c'est pas un problème. Honnêtement, ça fait facile. Mais c'est que c'est long. Quand on arrive à février, mars, c'est très très long. Donc oui, au début aussi, on le savait que ça allait être comme ça. Mais la première année, ça allait honnêtement. C'est surtout la deuxième année, le deuxième hiver. Ouais, la première année, on était contents. Voilà, on est arrivé au mois de novembre, donc c'était l'euphorie, les premières neiges. Waouh, Noël sous la neige. Waouh, le premier froid, c'est de là, il fait froid, mais on se couvre, c'est bien. Enfin, on était vraiment dans un mood découverte. C'est vrai que le deuxième hiver, déjà, moi, j'étais enceinte, donc c'était quand même compliqué. Ouais. Parce que pour me déplacer, déjà, au niveau mobilité, quand on a un bébé Mehdi dans le ventre, déjà... tenir l'équilibre sans tomber aussi. Voilà. Donc, c'est vrai que... Et puis, on n'y voit vraiment pas la fin. Moi, je suis partie en avril. Et quand je suis partie, t'avais encore la neige. Ouais. T'as eu les dernières neiges, ouais. Encore, il faut se dire que heureusement, on faisait plus d'activités l'hiver sous la neige que l'été en fait. Malgré tout, il y a beaucoup de trucs à disposition pour pouvoir sortir quand on est bien couvert et tout. Donc on peut largement vivre sous la neige, mais sauf que pour nous, simples Français du Sud, c'est long. Et puis, sans parler de la neige, en fait, bon après peut-être qu'on n'a pas eu de chance, mais la première année donc, où on était là, donc premier hiver, comme je dis, le kiff, la découverte, voilà. Arrive l'été, donc le printemps, franchement, il a été chaud, entre guillemets. On avait des 18, 20 degrés. Donc, quand tu reviens de moins 10 degrés en moyenne, t'es là, t-shirt, il fait chaud, tout ça. Après, on a eu un été du Nord-Pas-de-Calais, quoi. Ouais, encore, t'es gentil. Hein. Franchement... On voyait le soleil une fois dans la semaine. C'est ça. Une fois dans la semaine, on avait du soleil et après, de la pluie. J'avais l'impression qu'on était pendant les moissons, enfin, je sais pas comment on dit là, en Équateur, quoi. Franchement, c'était la loose. On a eu un été pourri. C'est grave. Après, on a eu quand même un bon été indien. En fait, en automne, il y a quand même l'été indien. Donc là, c'était sympa. Mais bon, vu que j'étais enceinte en phase compliquée à ce moment-là, on n'a pas pu trop profiter non plus. Après, ça a été, ouais. Et après, on a réenchaîné l'hiver. En fait, on avait l'impression qu'on n'avait pas le temps de profiter, que l'hiver revenait déjà. Parce qu'on a vu un hiver et un automne. C'est ça. Après, bon, cet été, c'était relativement bon. Il faisait souvent beau tout, mais comparé, on n'y était pas. Voilà, on n'y était pas. Mais après, c'est pareil. On porte la poisse. C'est pareil. Enfin, il y a beau et beau, si je peux dire. Il faisait beau avec 20-25 degrés. Bon, c'est vrai pour le Canada. Pour le Canada, c'est très bien. Parce que quand tu passes du moins 30, tu vas plus 20. Ça fait 50 degrés d'écart. Voilà, c'est très bien. Mais c'est vrai que pour nous, un bel été, quand il fait beau, c'est qu'il y a un grand soleil, tu sors dehors, tu crames direct comme une merguez. C'est relatif parce que quand ça nous arrive ici, on se plaint parce qu'il fait trop chaud aussi. Parce que cet été, on n'est pas de en dessous de 30 degrés, même la nuit, il faisait 28-30 degrés la nuit. Mais c'est vrai que quand on revenait du Canada, on avait... Bon, après, je vous cache pas que même cet hiver, on voit des gens quand même avec des vestes et tout. Nous, on est en t-shirt, on est dans la bulle, quoi. Maintenant, on est réglé au climat canadien. Mais ouais, c'est vrai que le climat, quand on vient du sud, je pense que... Enfin, surtout cette heure Méditerranée,
le bassin méditerranéen, bah, ça y joue énormément, sachant que voilà, on n'est pas non plus à se plaindre ici, parce qu'on est à 10 minutes de la plage, 1 heure, même pas de l'Espagne, 2h30 de l'Andorre, donc 1h30 des premières stations de ski et de la neige en hiver. Enfin, vraiment, on est vraiment polyvalent. On est au milieu d'un triangle, on est dans le sud, et du coup, je fais dans le sens inverse pour la caméra. Là, à 2h, même pas 1h30, vous avez Montpellier. Ce côté-là, vous avez Toulouse, et en bas, vous avez Barcelone. On est plus au milieu du triangle. Donc, au final, on peut bien se déplacer. Non, donc c'est vrai qu'au niveau du climat, voilà, c'est une belle expérience aussi, mais on sait que si un jour on devait repartir, Ce serait plus vers le chaud. Ce serait plus vers le chaud. Après, ce sera de bien. Après, je généralise et tout. Je pense pas que ce soit vraiment ça les statistiques. Mais c'est beaucoup de personnes du nord de la France qui s'expatrient au Canada et moins du sud. Après, Enfin, ceux du sud, c'est pour surtout la sécurité qui partent, ouais. que ce soit en côté Marseille et compagnie. Mais après, c'est surtout des nordistes, des bretons qui partent au Canada, j'ai remarqué. Effectivement, et moi, de ce que j'ai pu remarquer, comme tu dis, c'est plus les gens qui ont un bon climat en France. Comme tu dis, ils partent effectivement pour la sécurité. Bon, bah ça y était pas à la base comme chapitre, mais on va partir dessus parce que c'est vrai que la sécurité, quand même, nous, on n'a pas à se plaindre. Nous, on ne ressent pas d'insécurité ici. Enfin, là où on est, on ne ressent pas d'insécurité. On se sent pas ici en sécurité? Non, insécurité. Ah oui, voilà, nous, enfin... Après, non. Ouais, non, pour moi, la sécurité, c'est vrai que... Oui, dans les grandes villes, tout ça, en France... Après, là, on est, tout le monde se connaît, c'est ça le truc. Donc, s'il y a un truc qui va pas, ça se sait vite. S'il y a quelque chose qui se passe, ça se sait très vite aussi. Donc, après, sûr qu'on n'est pas de Marseille, Paris, Toulouse, Lyon ou autre, quoi. Pour nous, c'est relativement calme ici, quoi. C'est, on va dire, le Club Med comparé à d'autres grandes villes. Et après, c'est vrai que ça dépend des régions aussi au Canada, parce que Québec et tout, c'est assez tranquille et tout. Mais apparemment, Montréal, ça se dégrade assez rapidement. Hein. Depuis les 2 ans qu'on a passé là-bas, c'est beaucoup dégradé apparemment. Donc voilà, la sécurité, ça c'est pas un point nous qui nous a fait partir du Québec, ça c'est sûr. Mais après au niveau de la France, oui, c'est vrai que quand on était parti de la France, on allait se sentir plus en sécurité, chose qui avait été validée. Pas au niveau de la sécurité sanitaire, parce que ça on va en parler après de la santé, mais au niveau de sécurité, voilà, agression, vol, tout ça, insultes, racisme. Ça, c'est vrai qu'au Québec, c'est un point positif. Mais après, c'est vrai que nous, dans notre région, à nous, en général, on n'a pas à se plaindre là-dessus. Et le climat, bah voilà, c'est vrai qu'on aura essayé. Très belle expérience, ça nous aura conservé un petit peu quand même, malgré les cheveux blancs, le froid, ça conserve, non? Non. Mais voilà, le climat, on est tellement content d'avoir retrouvé le soleil et même, on a repris des couleurs. Regardez ce beau teint. On était blanc là-bas. Mon fils qui est né blanc comme neige, maintenant il est un petit peu... Il y a quelques petites... Un peu, je dirais pas pêche, parce qu'il est pas encore à pêche, mais il est plus... Voilà, on commence à voir que c'est notre fils, parce que là ça faisait baby M et nous. Donc beaucoup nous demandaient, poser la question, est-ce que c'est ton enfant? Mais oui, c'est bien notre enfant, c'est bien son fils. Chapitre 3. Les écoles, l'éducation. Alors, pour ce qui est de l'éducation... On a beaucoup de retours qui disent que pour les préadolescents, adolescents et tout, c'est très bien niveau scolaire. Mais nous, pour l'instant, on n'a pas d'adolescents, on n'a que 2 enfants. Et on voit que pour les enfants... De bas âge, c'est pas notre convenance en fait. Parce que, comme on a pu vous le dire dans certaines vidéos, contrairement à la France, que l'école commence à 3 ans, au Québec, du moins, on commence à 5 ans. C'est ça. Ou si on veut les faire commencer à 4 ans, il y a soit dans certaines écoles publiques des classes de prématernelle, sauf que pour y avoir accès, bon courage, tirez-vous le chapeau, le gros lot, poète, truc. Ben voilà, pour avoir une place, c'est par magie. Ou sinon, vous avez des établissements qui font des prématernelles privées, où là... Vous en doutez, tout ce qui est privé est... Alors nous, on en avait vu une où on aurait payé 14 000 $ l'année. Alors je veux bien que ce soit du privé, mais payer 14 000 $ pour j'en perds mes mots, pour que ma fille apprenne à compter jusqu'à 10. Elle savait le faire. Les couleurs, elle les connaît. L'alphabet, bon, je ne vais pas dire qu'elle le connaît, mais voilà, elle commence à y être familiarisée. Ouais, etc. Enfin, voilà. Je vais pas vous... C'est pas les bases qu'on lui a appris nous à la maison, quoi. Voilà, je vais pas vous faire le programme de petite section, mais sachant que nous, le fait que Malia n'était pas rentrée à 3 ans en école,
on avait fait le choix, nous, en parallèle de la nounou, parce que du coup, elle était en milieu de garde familiale, donc assistante maternelle en France. On avait fait le choix de lui faire l'étoile à la maison. Donc, c'est-à-dire que tous les soirs, entre 10 et 20 minutes, elle avait son petit cahier de vacances français, section petite section maternelle. Petite section de maternelle. Et on lui faisait du coup des exercices, histoire qu'elle garde quand même un niveau. Et heureusement, parce que du coup, là, elle a fait sa première rentrée en France et elle a pas trop de retard. Mais c'est vrai que ça, pour nous, on voyait qu'elle prenait quand même du retard par rapport à ses cousins-cousines, parce qu'elle a une cousine qui a exactement le même âge qu'elle. Elles ont 4 mois d'écart, avec qui elles sont très proches, et on voyait vraiment une différence. Même cet été, quand on est rentré, on était là, waouh, chaud. Non, après, il n'y a pas grand-chose à dire de plus pour le niveau scolaire. C'est juste que nous, ça nous a fait bizarre. Après, c'est ça qui m'a et tout, mais pour nous, c'est un peu trop tard de commencer l'école à 5 ans, je trouve. Alors, personnellement, après, ça dépend des gens, mais nous, personnellement, on trouve que c'est assez tard. Pour certains, donc pour les Québécois, je sais que quand on dit que nous, l'école commence à 3 ans, ça les choque. C'est vrai, dans l'autre sens, ça peut être choquant aussi, parce que du coup, pour eux, c'est encore des bébés à 3 ans. Mais pour nous, à 3 ans, ça y est, ils sont censés être propres. Ils ont, sachant que voilà, l'école, ils y vont, c'est un peu comme la garderie. Ils jouent, ils apprennent en jouant, mais ça commence à les sociabiliser. Mais voilà, c'est vrai que nous, niveau scolaire, on appréhendait beaucoup. Donc, ça a aussi penché dans le sens où on s'est dit, on va rentrer et au moins Malia elle va avoir une éducation, désolée, mais à la française. Bon, chapitre 4. Les soins. Je vous le dis d'avance, ça va être long, on va se défouler. À toi. Alors, par où commencer? Déjà, il faut savoir que pour moi, le côté sanitaire, donc le côté santé du Québec, c'est mon pire cauchemar. C'est mon angoisse, c'est mon cauchemar, c'est une horreur, c'est le tiers-monde. Il faut se dire, on est déjà nul en France pour ça. Alors, pour trouver encore pire, moi je pensais vraiment que... c'est vrai que quand on entend en France, on se dit, on sait que c'est le niveau système américain, mais c'est connu quand même pour être plus évolué, quoi. Oh, mais mamma mia, je sais même pas. Je sais même pas par où commencer tellement c'est gros. Les Québécois, s'il vous plaît, je vous demande déjà de swiper parce que je sais que vous allez me démolir. Après, non, peut-être pas parce qu'il y en a quand même. Il y en a beaucoup. Parce qu'ils aussi sont dégoûtés de faire des 25 heures d'attente en urgence pour un truc. Donc, commençons par le commencement. En France, on est parti, on avait un pédiatre pour Malia, un allergologue et nous, on avait un médecin traitant. Un médecin de famille. Voilà, médecin de famille. Dès qu'on est arrivé, donc, je nous ai mis sur les listes pour avoir un médecin de famille. Au bout de 2 ans, on avait toujours pas de réponse. Après, ça c'est tout le monde, parce que j'ai même des personnes au travail, ça fait 5 ans qu'ils attendent, ils n'ont toujours pas de nouvelles au bout de 5 ans. Oui, mais voilà, mais c'est pas par rapport à nous, c'est pour dire en général, voilà, pour avoir un médecin de famille, c'est très long. En France, si on est malade, si notre médecin de famille, donc notre médecin traitant ne peut pas avoir de rendez-vous tout de suite, et ça c'est assez rare parce que nous, franchement, après voilà, je parle pour nous parce que je sais que par exemple en région parisienne ou en campagne, ça peut être très compliqué, donc pour eux, ça les change pas vraiment, mais pour nous, qu'on a un médecin traitant qui, dans les 48 heures quand on est malade, peut nous recevoir, ou sinon on a SOS médecin, ou franchement c'est vrai, SOS médecin, dans la journée on peut avoir un rendez-vous, ou au pire des cas on a la maison médicale à l'hôpital. Enfin, quand on est malade, dans les maximum 48 heures, on a vu un médecin et on a notre ordonnance. Au Canada, on va dire ce qui peut être équivalent à SOS médecin, c'est le sans rendez-vous. Sauf que... Pour avoir rendez-vous, déjà de sans rendez-vous, c'est compliqué. Il n'y a qu'une plage horaire, c'est le soir à 18h30. C'est ça, le soir à 18h30, il faut se connecter sur l'ordinateur. Alors, il faut savoir que l'astuce, vous vous connectez à 18h25 et vous réinitialisez. Réinitialisez sans arrêt jusqu'à 18h30. Mais t'as parce que si vous allez à 18h30 et quelques secondes, il n'y a plus rien. Voilà. C'est compliqué, donc il faut attendre le lendemain. Donc c'est vrai que c'est extrêmement compliqué pour avoir... Nous, on avait l'ordinateur, les 2 téléphones, la tablette et tout pour... Ah ouais, mais nous, on était comme des ouf quand il fallait nous prendre un rendez-vous. Après, vous allez me dire, au pire, si c'est grave ou si vraiment t'es malade, t'as l'urgence. Ouais. Alors, oui, en France, comme je vais reprendre par exemple à Paris ou en campagne, les attentes peuvent être très longues. Mais je recadre encore une fois par rapport à nous, parce que voilà, c'est quand même... Ouais, c'est notre expérience. Notre expérience. Nous, ça peut être très long.
aussi, mais en gros, le très long, ça va être du C'est maximum. 6 heures, Voilà, maximum, ça va être du 5-6 heures, quoi. Et encore, enfin, moi, je sais qu'en urgence pédiatrique, pour Malia, j'ai jamais attendu plus de 3 heures. Au Québec, il n'y a pas d'urgence pédiatrique. Hein. Déjà, ça, urgence pédiatrique, vous le retirez de la tête. Enfin, nous, en tout cas, côté Québec, comment, non? c'est jusqu'à 3 ou 6 mois, je crois, maximum, où là, il passe en urgence pédiatrique. Mais après, c'est urgence, tout le monde, bébé, parents, papy, mamie, enfin... Drogué. Voilà, il y a vraiment tout le monde dans la même salle. Donc, bref, donc au niveau des urgences pédiatriques, déjà, ça, moi, ça m'a choqué parce que nous, urgences pédiatriques, c'est jusqu'à 10-11 ans, voire plus, je crois. Mais enfin, voilà, c'est jusqu'à adolescent. Les enfants ont leur urgence, les adultes ont leurs urgences. Donc déjà, ça désengorge au niveau du temps d'attente. Malia, une fois, elle a eu la grippe. Elle a été, mais vraiment, je l'ai emmenée parce qu'elle était, mais quand je vous dis, ma fille était amorphe, elle ne mangeait plus, elle avait 41 de fièvre, Ouais, 41. Elle ne tenait plus debout, elle nous faisait des malaises vagos, enfin, la totale. Donc on l'a emmenée aux urgences et on a attendu presque 8 heures, 7 heures et quelques. Et encore, on est passé au bout de 7 heures et quelques parce que Mehdi, il a été et a tapé un scandale. Alors ok, c'est vrai que c'est pas des choses à faire. Mais quand tout est relatif, scandale, quoi. Je leur ai été les voir, dire ça commence à être long, vous voyez pas ma fille, elle a c'est ça, la de clapser, quoi, presque, quoi. La petite, elle était là, elle tremblait, elle faisait que des petits malaises, enfin, elle perdait connaissance, elle revenait, elle était dans les vapes. Enfin, voilà, c'est vrai que quand t'as ton enfant, t'es comme ça et tu vois des gens. Alors, je dis pas qu'ils étaient pas prioritaires par rapport à nous, mais à un moment donné, c'est vrai que en tant que Français, et je sais qu'on n'est pas les seuls, on se dit, est-ce que parce qu'on est Français, on n'est pas aussi non prioritaire? Ouais, parce que j'allais dire, parce que parfois, il y avait des vieux qui passaient, enfin vieux, entre guillemets, avec un petit bobo au doigt, eh ben, ils passaient devant nous, quoi. C'est ça, donc c'est vrai que... Alors, pourquoi on se pose cette question? Parce que c'est vrai que là-bas, au Canada, on a notre NAS, et selon si ça commence par 3 comme Baby M, c'est québécois, et enfin 9, non, nous c'était 9, c'est expatrié. Et de toute façon, quand tu t'inscris du coup à l'urgence, ils te demandent ton NAS. Et à ce moment-là, c'est vrai que des fois, on se dit, est-ce qu'il n'y a pas la priorité par rapport à ça? Bon, Mehdi est parti, on va continuer entre nous un petit peu. Donc je vais vous faire un brief récapitulatif du pourquoi, du comment la santé a vraiment joué dans notre choix de rentrer en France. Pour ceux qui nous suivent, vous savez qu'on a eu quand même pas mal de problèmes, si je puis dire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup, je vais faire un petit débrief. Donc, si on peut commencer par le plus gros. La santé, donc je suis tombée enceinte. Le suivi de grossesse est très différent en France. Alors oui, la France est connue pour peut-être en faire un peu trop des fois. Mais là, entre un peu trop et rien du tout, il y a un fossé, voire il y a un univers entre les deux. Donc suivi de grossesse complètement différent, même avec des antécédents de grossesse à risque, avec des antécédents de problèmes de grossesse au niveau gynécologique et tout ça. On a failli me faire avorter pour rien. C'est-à-dire qu'il y a eu une erreur médicale où une médecin m'avait dit que mon bébé était mort dans mon ventre. Donc on m'avait programmé un avortement spontané, donc 24 heures après. Et heureusement que le gynéco que j'ai eu pour l'avortement a eu l'idée de me faire une échographie quand même avant de me passer au bloc, parce que finalement, Baby M était toujours vivant dans mon ventre. Donc là, c'est la best expérience, hein. T'es là, tu dis putain, le Canada a failli tuer mon bébé, enfin... façon de parler, mais voilà. L'accouchement, il y a une vidéo dédiée parce que pour moi en tout cas, ça a été une épreuve pour le moment les plus dures de ma vie d'accoucher au Québec. Enfin vraiment, entre accoucher en clinique privée en France et accoucher dans le public au Québec, voilà. Alors l'expérience y est, hein. Au moins je sais, je peux avoir deux comparaisons. Mais c'est vrai que là-dessus, moi ça m'a vraiment refroidi. Enfin, avoir un enfant là du coup... Merci, mais non merci. Donc au niveau de la grossesse, de bébé, voilà, du suivi, déjà là pour moi ça m'avait pas mal refroidi. Vraiment, si j'aurais pu rentrer, faire un suivi de grossesse en France et accoucher en France, c'est pas comme si j'aurais refusé. Vraiment, plusieurs fois, on s'est posé la question si je pouvais rentrer ou non. Mais vu que j'ai une grossesse très compliquée, avec beaucoup de complications quand même, j'étais inapte à prendre l'avion. Mais sinon, c'est vrai que c'est pas comme si la question nous avait pas déjà traversé l'esprit. Après, au niveau des suivis pédiatriques pour bébé, c'est aussi
très différent de la France, où la France, du moment où tu sors, il a quand même un suivi pédiatrique très strict, qui est très régulier, voire je crois que c'est limite tous les mois. Et il y a le carnet de vaccination obligatoire. Alors au Québec, les vaccins ne sont pas obligatoires. Donc j'ai un petit peu l'impression que c'est olé olé, voilà. Pour avoir des rendez-vous pour faire vacciner bébé, enfin ça a été une mission pour moi, pour trouver des centres de rendez-vous pour faire vacciner bébé. Les pédiatres, alors faites une croix, vous n'aurez jamais de pédiatre pour votre bébé. Sinon en fait c'est un médecin du sans rendez-vous, en gros de la clinique du sans rendez-vous la plus proche de chez vous, qui peut prendre en charge le suivi de bébé, mais en fait c'est une visite au 1 mois, une visite au 6 mois, une visite au 1 an. Donc il y a 3 visites dans l'année. Je trouve ça quand même light. Ouais, je trouve ça quand même très très light. Donc c'est aussi pour ça que moi je suis rentrée dès les 3 mois de BBM en France pour une durée de 4 mois pour qu'il ait quand même un suivi sur ces premiers mois, que ce soit un suivi pédiatrique ou un suivi aussi du schéma de vaccination obligatoire à la France. Donc ça c'est un débat, les gens sont pour ou contre les vaccins. Moi je voulais quand même que mon fils ait le schéma vaccinal obligatoire en France parce que je me dis ça nous a pas tués, ça a pas tué ma fille. C'est quand même pour les protéger et je voulais pas batailler dans un pays où la bataille était perdue d'avance pour moi, enfin où j'allais plus me faire un sang d'encre et plus me prendre des crises de nerfs et me bouffer de l'intérieur. Donc voilà, donc la facilité, à ce moment-là, nous sommes rentrés en France pour faire les suivis des enfants. Sachant que Baby M est né, pour finir là-dessus, avec une tache blanche dans la pupille. J'ai réussi cet été à avoir en France un rendez-vous avec notre ophtalmo de famille qui a décelé, donc il avait une cataracte congénitale dans l'œil depuis sa naissance, donc à suivre tous les 6 mois. Donc là j'ai rendez-vous la semaine prochaine pour faire le contrôle. Au Québec, ils n'ont pas décelé ça à sa naissance. C'est quand on est rentré à la maison que j'étais là en mode mais il a une tache dans la pupille. À son rendez-vous des 1 mois, je l'ai fait diagnostiquer par le pédiatre qui a fait une demande de rendez-vous d'urgence avec un ophtalmo pour poser un diagnostic dessus, que j'ai relancé. On est parti en novembre 2024. Mon fils est né en janvier 2024. Je n'ai jamais eu d'appel de l'ophtalmo pour le rendez-vous d'urgence. Ok, voilà. Donc déjà là, le cadre est posé. Pour ce qui est pour Yaya, ça va qu'elle est quand même plus grande, mais elle a quand même besoin de voir des médecins quand elle est malade ou quoi. C'était quand même très compliqué de la faire voir. Donc par chance, notre médecin traitant, quand on était parti, nous avait fait une ordonnance du feu de Dieu. Donc on est parti avec une pharmacie. Mais quand je vous dis, on avait une valise en soute complète de médicaments. On est parti bien, si je peux dire. Mais voilà, c'est vrai que quand même, ma fille, je voulais qu'elle voie un médecin, mais c'était très souvent très compliqué ou des heures d'attente. Enfin, pour une otite, on m'avait annoncé un minimum 15 heures d'attente aux urgences, les gars. Donc très souvent ce que je faisais c'était rendez-vous Doctolib avec mon médecin traitant en France et je lui disais donc les symptômes de la petite et tout, et par rapport à ce qu'il nous avait prescrit, il me disait quoi lui donner ou quoi. Mais bon, déjà, on se dit, c'est fort, on vit à l'autre bout du monde, on est obligé de faire des visios avec mon médecin de France pour pouvoir avoir un diagnostic et en même temps savoir quoi donner comme médicament à la petite. Donc c'est beaucoup, voilà, faut se dire que c'est beaucoup de l'automédecine en fait. Pour nous, dès qu'on était malade, c'était de l'automédecine. Je prenais pas non plus le truc de me dire on est malade, on va appeler notre médecin français. Enfin voilà, nous on est adultes, tant pis, on se faisait de l'automédecine pour nous. Ça marchait jusqu'à là, heureusement, ça nous a pas non plus causé des torts. Mais c'est vrai que ce côté-là est quand même très compliqué, sachant qu'à la suite, j'ai eu Mehdi qui a eu un très grand accident de travail en décembre 2023. Il est tombé, pour ceux qui ne le savent pas, il est tombé du haut d'un camion au travail, tête la première sur le sol, donc on va dire d'une hauteur de 4 mètres. Les pompiers n'ont pas été appelés. On l'a laissé repartir seul du dépôt à l'urgence, sachant que du coup il avait traumatisme crânien, entorse des cervicales. Il n'a eu aucune imagerie médicale. Alors excusez-moi, en France, du moment où tu fais une chute comme ça, peu importe où t'es, l'employeur appelle quand même les pompiers. Et peu importe dans l'hôpital où t'es, peu importe le temps d'attente, on te passe au minimum un scanner cérébral. Là, mon mari n'a eu aucune imagerie médicale. À ce jour, il a quand même encore des séquelles. On ne sait pas quelle lésion il a au niveau du cerveau ou quoi. Donc là, on attend de recevoir nos cartes vitales en France pour pouvoir faire tout un check-up complet. Mais c'est fou quand même. C'est fou de se dire qu'un médecin au Québec vient te dire monsieur, vous êtes encore en vie? Oui, donc je ne vois pas pourquoi on vous ferait passer une imagerie étant donné que
vous n'avez rien là. Alors effectivement, en rigolant, on va se dire heureusement le média a la tête forte. Heureusement que là-dedans, là, c'est le coco, hein, c'est de la ferraille, quoi. Mais ça aurait pu être plus grave. Et ça peut être grave parce qu'on ne sait pas les séquelles, les lésions internes qu'il y a. Et ça, c'est vrai que ça m'a quand même choquée. Autre exemple, non mais lui, les assistants de travail aussi, il s'est jamais blessé en France. Le Canada, physiquement, ça l'a achevé, le pauvre. Mais pareil, sur un chantier, il s'est fait tomber une grosse plaque, enfin un bloc de plateau, je sais pas quoi, enfin bref, 80 kilos sur le pied, mais c'est bien évidemment, avec la chance qu'il a, il y a la coque de chaussures de sécurité, c'est tombé là, hein, au niveau où il n'y a plus la coque. Donc il a eu des micro-lésions, des micro-fractures au niveau du pied, sauf que son pied, moi, bien évidemment, a triplé de volume, tout bleu, pas beau, nanana, il le fait voir par un médecin, on le met en arrêt. Sauf qu'en fait, il a eu une radio 3 mois après, on lui a dit, bah monsieur, c'est résorbé. Là, tu m'étonnes que c'est résorbé, ça fait 3 mois, frère, que je suis là avec mon pied fracturé et que on me fait rien, alors j'ai mal. Voilà, donc anti-inflammatoire, heureusement qu'on en avait de France, parce que le naproxène, j'ai envie de dire, tu prends du Doliprane, c'est pareil. Hein. Leur Doliprane à eux, le Tylenol, voilà, ils soigneraient des cancers avec ça. Bref, donc au niveau de la santé, c'est vrai que moi, je suis très fâchée avec le système de santé québécois, parce que je trouve que c'est vraiment de l'insécurité sanitaire. Le pays est vendu pour toute la sécurité, mais alors, comme on disait, la sécurité extérieure avec pas de racisme, pas de vol, très peu d'agressions dans la rue, c'est une chose. Mais la sécurité sanitaire, j'ai envie de vous rappeler que la santé, c'est votre vie quand même. Donc on va pas dans un pays pour mettre notre santé de côté, sachant que sans la santé, on n'est plus là. Donc ça, c'est une chose où moi, j'ai voulu, dès le départ, mettre la holà. Et quand on commençait à se questionner est-ce qu'on rentrerait en France ou pas, et qu'on est rentré en France cet été, et j'ai vu que j'ai pu faire tous les check-ups des enfants, de soit Malia, au niveau allergie, asthme, BBM sont suivis pédiatriques, moi au niveau gynécologique, parce que là-bas j'ai pas eu de rendez-vous post-accouchement, ça n'existe pas. Enfin plein de choses comme ça, ou peut-être pour eux c'est normal, mais pour nous en France, ou comme je peux dire, il y a peut-être de la surconsommation. Je sais pas si on peut dire surconsommation, mais c'est du trop, passer de trop à rien. Voilà, de style en est. Préparez-vous, et les gens sont prêts à chaque fois. Oui, ils disent qu'ils sont prêts à affronter le système de santé, mais entre ce qu'on nous dit et la réalité, nous on savait que ça allait être merdique. On va pas dire le contraire, quand on est arrivé, on le savait, là-dessus tout le monde le disait, mais est-ce qu'il relativisait, ou est-ce que encore ça a continué à se dégrader au fil des années, et de quand les gens donnaient les informations? C'est vraiment le système américain, où le public, quand vous venez en PVT ou quoi, ça reste cher, et quand tu viens en permis de travail fermé, comme avec Mehdi, où tu peux avoir la RAMQ, ou alors du coup tu as le tiers payant direct pour tes rendez-vous, par contre tu payes tes médicaments, mais quand c'est le public, c'est vraiment le tiers-monde. Et si vous voulez vraiment bénéficier de super soins, il faut aller dans le privé, où là, limite, tu mets en hypothèque ta maison pour te faire soigner. Et les médicaments, pareil. Les médicaments, excusez-moi, mais on en parle du prix. En France, quand on doit payer sur toute une ordonnance 8 €, les gens y râlent. Mais en fait, il faut savoir qu'au Québec, malgré la RAMQ, et alors oui, j'avais une mutuelle d'entreprise, c'était censé être assez bien, et que tu vois que à chaque fois, tu t'en sors pour des 150 voire 200 $ pour les médicaments. Voilà, le naproxène là, l'espèce de anti-inflammatoire qu'à un moment Mehdi a dû prendre un petit temps et qui servait strictement à rien. La boîte de comprimés de 15 cachets, c'était limite 25 $, donc ça fait limite du 20 balles. Et après on se plaint en France, pour la petite anecdote, quand on est revenu en France, les enfants ont été malades. On était en région parisienne et waouh, j'ai découvert vous savez, les espèces de boîtes là, où il y a la visio qu'on trouve en pharmacie. En fait, maintenant, on va dans une pharmacie qui a ce système, et en fait, on peut voir un médecin à distance, et il y a plein de choses. Je ferai une vidéo pour vous expliquer, parce que franchement, c'est trop bien, moi j'ai trop aimé. Mais voilà, donc j'ai pu voir un médecin directement en visio grâce à ça. Donc c'est vrai que maintenant ils commencent à mettre ce système pour éviter les déserts au niveau médical en France. Et donc j'en suis venue à avoir une ordonnance d'antibiotiques pour les enfants, et on m'a annoncé 25 €. Et je l'ai regardé, je fais pardon. Et moi elle fait oui, je suis désolée, vous n'avez pas encore votre carte vitale, donc là faut payer. J'ai regardé, je suis non mais vous excusez pas, en fait c'est rien, je vous jure, Mehdi avait préparé une liasse de 100 € prêt à débourser au minimum 100 balles de médicaments, et pas du tout. Et en fait
nous, pas, voilà, pas qu'on roule sur l'or, pas qu'on est riche, pas qu'on est truc, mais là, Voilà. là c'est vrai, on peut le dire, de payer 20 € de médicaments, c'est rien. Ah, ça, je suis resté con. C'est vraiment, alors limite, à chaque fois, les pharmaciens, donc là, bah, je suis désolée, vous avez pas de... Mais vous excusez pas, franchement. Donc voilà, donc j'ai expliqué un petit peu, Moi, tu j'ai vois, tout tout entendu. ça. Donc tu fais coucou, tu montres ta main, tu fais coucou, je suis là. Il risque de regarder les bronchons, il vient de se réveiller. Voilà. Ne vous en faites pas. Donc au niveau du système de santé, j'ai essayé de faire bref. Après, si vous voulez plus de détails, je pourrais vous faire une vidéo exclusivement que pour ça. Mais là... Autant faire un live parce que ça va durer 5 heures sinon. Mais voilà, je suis... Après, c'est peut-être notre expérience. On est peut-être tombé à chaque fois sur des mauvais médecins. Ou peut-être à chaque fois, on a une poisse au niveau de la santé. Après, ça ressort beaucoup quand même. Hein. Oui, ça À ressort. l'interne, sur les groupes francophones et tout, ça Oui. ressort beaucoup. Mais bon, c'est vrai que nous, à chaque fois, enfin, c'était du tout ou rien, quoi. C'est Ça a été ton bébé est mort, toi, Ouais. traumatisme crânien, pas d'imagerie, le pied cassé, bah, c'est résorbé, bah oui. Malia, elle va voir un allergologue, l'allergologue, ah oui. Alors ça, Ouais, c'est vrai. dernière petite anecdote. Donc pour Malia, j'ai réussi à avoir un rendez-vous à allergologue en urgence au bout de 1 an. Ouais, c'est ça, au bout de 1 an. Et si vous voulez rire, donc l'allergologue, je lui dis, bah voilà, ma fille, elle a des allergies alimentaires, comment ça se passe? Est-ce que vous allez me donner un autre rendez-vous pour faire les tests cutanés? Ou vu qu'elle est petite, est-ce que vous allez compléter avec des prises de sang? Enfin, chose qu'elle avait déjà eue dans son parcours en France. Ah, pas du tout. L'allergologue m'a dit, non, mais je vous jure sur la... C'est dur à croire, en fait, parce que je vous jure sur ce que j'ai de plus précieux, c'est vrai, parce que on se dit, mais c'est dans un autre monde que ça peut arriver. Donc l'allergologue, qui est un médecin diplômé quand même, me dit, non, mais là, en fait, je vous presserai des antihistaminiques, vous réessayez les aliments sur votre fille, vous voyez comment elle réagit. S'il y a un problème, vous lui donnez les antihistaminiques et au pire, vous habitez pas loin de l'hôpital. Là, tu te dis, Sachant c'est qu'on une aurait attendu blague. 12 heures à l'hôpital ou quoi. Donc... Ouais, elle avait le temps de crever, ma fille, Voilà. limite. Mais là, on se dit, c'est une blague. Enfin, voilà, c'est jamais de ma vie, moi, déjà, Mehdi, bon, lui, Mehdi, des fois, il teste un peu. Il dit, bon, vu que pour ce cas-là, on a intolérance. Voilà, quoi. Ben, nous, on la connaît un peu, notre fille quand même. Voilà, Ça. donc pour les intolérances, des fois, il est là, il se dit, bon, je On vais peut tenter, tester. après, ça passe pas, on donne la RU, c'est voilà. Voilà, pour ce qu'on sait que ça peut pas partir en œdème de coude ou juste ça fait des éruptions cutanées, d'urticaire ou quoi. Mais même, enfin après, à un moment donné, qu'un médecin dise ça, ça m'a choqué. Vraiment, ça m'a choqué. Là, je me suis dit, waouh, non, en fait, ma fille, bah tant pis, quand je rentre en France, à chaque fois, je paye de ma poche. Mais je préfère payer de ma poche 90 balles et qu'elle voie son allergologue en France que avoir un allergologue au Canada et qu'ils me disent, bah vous tentez sur votre fille et puis vous voyez. Ah, putain, pour ça, me donne pas rendez-vous en C'est fait. ça, Hein, t'attends c'est- 1 an pour un rendez-vous pour que quelqu'un te dise, ben essayez. Voilà. Si ça marche, tant mieux, ça marche pas. Bah, votre fille elle peut crever, mais c'est pas grave. Hein. Au pire, ce sera un espace de moi. Vous pouvez faire un autre enfant plus tard. Voilà. Ouais, non. Et au pire, on vous déclarera qu'il est mort et puis. Enfin bref, on en rigole, mais voilà pour ce qui était du point santé. J'ai essayé de vous faire au plus bref. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Si vous voulez vraiment qu'on fasse une vidéo explicative de tout notre parcours sanitaire, ce sera pas un Je souci. serai pas là. Non, mais il sera pas là parce C'est que trop long. voilà, c'est vrai que malheureusement, c'est dommage. C'est dommage parce que c'est quelque chose qui crée quand même un très gros fossé au niveau de tout. Ouais, bah oui, t'as raison, mon bébé. Bisous, maman. Voilà, on clôture ce chapitre. C'est fait. On est rentré en France en bonne santé, si je puis dire. En tout cas, maintenant, on va pouvoir avoir le suivi qu'il faut pour chacun. Chapitre 5. Le coût de la vie. Alors, je vais essayer de laisser Monsieur Mehdi Non, pas parler. toi, parce qu'apparemment, je sais pas m'exprimer. Si, mais vas-y. C'est trop brouillon. Mais vous avez vu comment il est Allez, vas-y susceptible. à toi. Alors, le coût de la vie. Excusez-moi, j'ai des enfants qui... Bon, si vous entendez, ils sont dans la chambre, ils sont en train de jouer. Vous inquiétez pas, aucun enfant n'est en danger. Au niveau du coût de la vie, tu trouves que les salaires sont plus élevés? Oui et non. Oui et non. Donc effectivement, pour certains emplois, on pourrait dire que c'est plus élevé. Et pour d'autres, c'est pas. Pas mieux payé En que fait, ça. faut bien calculer les choses. Parce que comme souvent, quand on nous vend du rêve, on nous donne que le positif. Donc, ouais, vous venez, vous allez faire 10 000 $ par mois et tout ça. Mais c'est faux en général. C'est On voit dans les forums et tout, dans les commentaires sur Facebook et autres sites, tout le monde dit, ouais, au Canada, vous gagnez beaucoup d'argent et tout. Mais en fait, quand on compare, déjà, pour commencer, au Canada, tout est en hors taxe, en brut. Donc, il faut remettre en net. Il y a une belle différence quand même. Et surtout, c'est avant imposition. Donc, il faut enlever entre 20 et 30% d'imposition. Donc, au final,
Il reste un peu plus d'argent qu'en France, on va dire, quand converti en euros et tout. Mais le coût de la vie, il est bien plus élevé qu'en France aussi. Donc, par exemple, moi, j'étais à 26 $ de l'heure pour intervenante communautaire en centre santé mentale. Mon salaire, du coup, à la semaine, parce que j'étais payée à la semaine, était de 975 $. Donc, quand on nous annonçait, on est là en mode « Waouh, c'est trop bien !» et tout. Sauf que non, j'ai jamais payé, j'ai jamais touché ce salaire-là. Parce que, déjà, il y a l'impôt qui est directement prélevé à la source. Donc, j'étais imposée en moyenne presque à 25% à peu près. Ouais, peut-être... entre 25 et 30%. Voilà, c'est entre 25 et 30%. Donc, en fait, de ma poche, j'aurais dû percevoir 690 $ à peu près par mois. Mais moi, en plus, la mutuelle qui était prélevée sur moi, j'étais à 620 $ par semaine. Ce qui fait du 420 € à peu près, 420 € par semaine. Si je prends vite fait le téléphone, je vous fais le calcul. Ça pour un mois, donc 420 fois 0,33, ça fait 1800 €. Donc au final... Ok, je gagnais 300 € de plus par mois par rapport à ce que je faisais en France. Mais c'est pas non plus... mais voilà, quand on compare, par exemple... En France, on avait notre petite maison, on le payait 800 € par mois. Non, 700 € par mois, 680 exactement. Et là-bas, c'était 1600 $. Donc quand on convertit, ça revient à 1100 €. Donc c'est plus simple ou double déjà. Sachant qu'on faisait partie des loyers les moins chers, les plus bas de Lévis, parce que il n'y avait pas eu encore l'augmentation et tout ça. Et voilà, il faut savoir sans compter le reste, voilà. Mutuelle, course, essence. Crédit voiture, parce que quand on arrive, il faut bien être véhiculé. Tu en as qui arrivent à acheter directement avec l'argent avec lequel ils arrivent de France, mais beaucoup d'expatriés font des petits crédits comme nous. Prêts d'expatriés, quoi. Voilà, les crédits exprès, les financements pour les nouveaux arrivants, comme ils appellent ça. Mais c'est vrai que du coup, ça part très très vite. Donc tout le monde nous dit, mais comment au Canada, vous pouvez pas vous en sortir avec les salaires? En fait, les salaires sont pas tant élevés que ça. Et puis, tout est payant. Mais quand je vous dis tout, c'est la moindre sortie. Tout est vraiment payant. Des fois, on se dit, mais c'est cher pour ce que c'est, quoi. Alors, quand on y va seul ou en couple, sans enfant, je pense... Non, c'est plus facile. Voilà, c'est plus facile, on peut mieux s'en sortir. Mais quand on y va en famille, avec toutes les dépenses qu'il peut y avoir, et quand on fait une activité, du coup, on paye pas pour un, pour deux, mais c'est facile pour 4, quoi. Ça chiffre énormément, quoi. Ouais, faut tout prendre en considération. C'est voilà, comme on l'a dit, tout est payant. Les tips, à chaque ouais, c'est fois. ça. En fait, voilà, aussi quand on fait, par exemple, on va manger au restaurant et tout, on peut pas faire autant de restaurants qu'en France, parce que certes, les serveuses et les employés de restauration sont bien moins payés que au salaire horaire, au SMIC, mais finalement on est obligé de leur donner des tips. Sauf que du coup, en fait, sur 15%. C'est ça, minimum 15%. Mais en fait, sur votre addition, disons que vous avez 100 $ d'addition, vous allez payer 130. Pourquoi 130 $? Parce qu'il y a 15% de taxes et 15% de tips. Même plus, parce que si tu mets les tips par-dessus les taxes, en fait. Oui, sachant que les tips, ils les mettaient après taxes. Maintenant, apparemment, ça a été supprimé, ça. Mais voilà, faut se dire que tout est quand même cher. Le coût de la vie est quand même cher. Alors, il y a comme on disait, des concessions au niveau des activités. On essayait de faire un maximum de trucs. Au niveau des courses, on avait réussi à trouver des alternatives pour pas payer nos courses trop chères, comme par exemple... Oui, après, on mange local et tout, on trouve des trucs... au niveau des viandes et des poissons, prenez dans les fermes locales qui nous livraient tous les 6 mois. Enfin, voilà. Mais on va pas se mentir que le coût de la vie est quand même très cher. Il suffit qu'il y ait la voiture qui tombe en panne, une réparation, le coût de main d'œuvre. Enfin voilà. Donc la vie effectivement est plus chère au Québec, les salaires sont plus élevés et finalement quand nous on a comparé notre coût de la vie qu'on avait en France et par rapport à ce qu'on avait au Québec, on était quand même pas mal surpris. Donc là je vais laisser monsieur parler parce que c'est un peu plus technique. Déjà on était perdant parce qu'on gagnait plus en France de salaires réunis qu'au Canada. Alors il faut savoir qu'en France, moi j'étais donc médiatrice sociale, chose que je suis actuellement. Donc parce que j'ai repris mon poste. Et Mehdi était à son compte, donc on avait un snack à côté. Mais entre ce qu'on ressortait du snack plus mon salaire, c'est vrai que quand même, dans ce qu'on a comparé, on gagnait quand même mieux. Après, il y a une belle arnaque aussi. Enfin, c'est pas une arnaque, en fait. Après, c'est ma logique à moi. Donc, je sais pas si vous allez comprendre comme moi, ça va être spécifique. J'espère que vous allez me suivre. Parce que c'est dans ma paranoïa. C'est... comment on appelle ça? C'est
les complotistes et compagnie là. La Terre est plate. Non, j'ai... Non, en soi aussi, oui. Mais, Non, bon, bref, vas-y. on nous dit l'essence elle est moins chère au Canada. Mais quand on regarde bien, c'est faux. On prend l'exemple. Au Canada, on nous met de l'eau 87. Donc en France, nous avons au minimum de l'eau 85 et au mieux Pas de l'eau. E85 en France pour l'éthanol. Et ça monte jusqu'à E95 voire 98 pour l'essence plus raffinée. Au Canada, non, c'est plus du E91 maximum. Et en général, c'est 87. Du coup, l'essence au Canada, c'est à peu près en moyenne, ça change tous les jours pratiquement, à 1,49, 1,50 litres en dollars canadiens. Donc, quand converti en euros, ça fait du 1 euro à peu près. Donc, sur le coup, on se dit, waouh, c'est pas 1 cher euro, du tout. c'est pas cher par rapport à la France. Mais du coup, Sauf que E87, on va dire que c'est plus proche de l'E85 éthanol français que de l'E95. Donc, en fait, c'est comme si on avait de l'éthanol. Et sauf que l'éthanol en France, il est à 70 centimes. vous comprenez sa logique. C'est ma logique, c'est une belle arnaque. Donc, l'essence n'est pas forcément moins chère au Canada qu'en France. C'est comme si vous roulez à l'éthanol, mais vous payez 30 centimes plus cher. Donc pour Mehdi, du moment qu'il vous nique déjà sur comment est moins cher l'essence, il se dit il nous nique sur tout. Non, pas surtout. Non, Après, mais... ouais, est-ce qu'on relativise Après, voilà, faut se dire que ça se trouve, il y a des gens qui gagnent mieux leur vie au Canada, Oui. tant mieux. Là, comme je le répète encore une fois dans cette vidéo, c'est propre à nous. Mais c'est vrai que nous, par rapport à nos dépenses qu'on a l'habitude d'avoir, à notre budget course, à notre consommation de tous les jours, notre vie, quoi, de notre façon de vivre, on gagnait mieux. Et on s'en sortait quand même mieux en France. Pour vous dire, au Canada, on a réussi à mettre zéro Oui, on a mis de clopinette. côté quand même. Oui, mais Ce qu'on a voyagé aux États-Unis, tout, on a mis de côté, mais pas autant que ce qu'on prévoyait de mettre, quoi. voilà, on a pu mettre de côté pour nos projets de voyage et tout ça, mais ce que je veux dire, c'est que quand il y en a qui nous disent « Ouah, vous revenez du Canada, vous avez dû mettre voilà de côté, c'est trop bien ». Non, en fait, niveau épargne au long terme, si je peux dire, on n'a pas pu en faire. Après, de l'épargne à court terme pour se permettre de voyager, c'est sûr que là-dessus, je ne cracherai pas sur le fait que malgré tout, ça nous a permis de faire des voyages, de découvrir des choses. On a été à New York, on a été à Washington, on a pu aller aux chutes du Niagara, on a été à Toronto. On a fait des activités. On a fait pas mal d'activités. Enfin, voilà. Je dis pas qu'on vivait pas, au contraire, on a fait beaucoup de choses. Et merci, sans cette aventure, qu'on n'aurait pas pu vivre. Mais c'est vrai que, voilà, il ne faut pas s'attendre non plus, comme on peut voir, tous les week-ends, je pars en voyage, Ouais, louer des chalets. Oui, après, selon peut se votre faire. situation et selon votre composition familiale. Après, souvent aussi, c'est, on va dire, 80% des expatriés qui vont au Canada, c'est soit des personnes qui vont travailler en restauration, culture et compagnie, soit des étudiants qui finalement font des travails basiques, on va dire, style caissier, qui vont à Dolorama, IGA et compagnie. Donc c'est plus proche du SMIC que des 30, 40, 50 dollars de l'heure. Des ingénieurs, etc., il y en a très peu qui y vont. Et encore, c'est pas pour dénigrer, j'ai pu échanger avec, grâce à nos réseaux sociaux, avec une personne qui était ingénieure en France et donc qui a eu un poste en permis fermé, bref, qui a pu partir au Canada et qui finalement, ils vont rentrer en France parce que ils se rendent compte qu'avec, qu'on lui a annoncé le salaire qu'il aurait et finalement son taux d'imposition, il est perdant. Donc même au niveau, tu vois, des hauts statuts, au niveau... Parce que, comme on vous a dit, c'est malgré tout, ils disent tout en brut et avant impôt en fait. Et du moment que là, quand tu reçois ta première feuille de salaire, t'es là, tu te dis waouh! Sachant que quand on perd, c'est en moyenne 30% pour les revenus entre 30 dollars ou quoi. Après, du coup, ça peut monter jusqu'à 50% en fait. Voilà. C'est ça qu'on ne vous dit pas, mais on peut monter des très hauts revenus, ils peuvent être imposés à 50%. Donc on se plaignait quand même de l'imposition en France. Finalement, entre les taxes et les impôts au Québec, en tout cas, tout réuni, on se dit, en France, finalement, déjà, nous, c'est TVA incluse dans les prix. Ouais, c'est ça l'avantage. Et voilà, ce que je peux dire, c'est que, pour moi, on est moins impacté, on est moins ponctionné peut-être. On est beaucoup ponctionné, hein. On a été à notre compte, on le sait qu'on est ponctionné, hein. Vous inquiétez pas d'avoir été chef d'entreprise, on sait. Mais malgré tout, on se dit, finalement, c'est pas pire que ça. Ouais, c'est pas si pire. En fait, la raison pour laquelle on râle, en fait, c'est qu'on nous dit pas exactement tout dès le début, en fait. Si on l'apprend sur le tas, et on aurait aimé qu'on nous prévienne en avance. Et c'est une accumulation, on a pu se renseigner, mais on l'a vu quasiment nulle part, ça, en fait. On ne le voyait pas. Ça apparaissait nulle part dans n'importe où, les réseaux, les sites et tout. Après, les gens, c'est vrai que malgré tout, ça reste quand même beaucoup tabou de parler des salaires, de parler tout ça. Nous, comme on vous l'a toujours dit, on est transparent, on n'a rien à cacher. On vous a toujours dit combien on touchait, combien on pouvait dépenser, combien... Enfin, voilà.
Et c'est vrai que à ce niveau-là, au niveau du coût de la vie, au niveau du pouvoir d'achat, si je puis dire, on s'y retrouvait pas. Voilà, nous, par rapport à comment on vit, ici, on a quand même l'Espagne à côté, Donc, on ouais, a c'est l'Andorre, on a des facilités à pouvoir faire des grosses courses et diversifier sans avoir à devoir faire attention vraiment. Après, l'avantage quand même au Canada, on va pas se mentir, c'est le versement des salaires à la semaine, Ouais, ou au maximum aux 2 on semaines. peut mieux gérer les comptes. Ça, par contre, pour la gestion des comptes, c'est beaucoup mieux. Après, du coup, ça nous a fait grandir de façon qu'on s'est dit Ouais, mieux gérer. que en France, c'est une fois par mois, mais qu'on allait se le diviser en fait En 4 semaines. en 4 semaines. Au moins, par rapport après, voilà, gérer par rapport à nos prélèvements et tout ça. Mais on va se le diviser. Enfin, on a acquis une meilleure gestion de nos comptes. Mais j'ai vu qu'il y a de plus en plus de grosses entreprises en France qui commencent à faire payer aux 2 semaines et tout maintenant. Ça commence à se développer, donc c'est bien. Voilà, c'est bien. Jamais, mais voilà, déjà, on va pas se mentir que même ça nous a permis de réfléchir, de calculer. Mais quand on nous dit qu'en France, ça a augmenté, alors oui, ça a augmenté, ça a mais augmenté. pas autant que... Mais quand tu reviens du Québec, j'ai envie de te dire, t'es là, tu te dis, finalement, ça a pas autant augmenté de ça. Non, vraiment, enfin... Et sachant on s'est beaucoup mis au local en fait, parce que tout le monde dit ouais, il faut s'adapter au pays auquel on va. Donc on faisait des courses localement. J'allais quand même dans les fermes. Après le supermarché, on prenait les trucs avec promotion et tout. Donc on faisait quand même attention. Voilà quoi. Et puis il faut se dire que en fait, on va dire par semaine, on était peut-être à $130 quand on faisait attention. Je chiffre plus. Hein. Ouais, mais vraiment quand on faisait, minimum, quoi, voilà, le minimum, on pouvait avoir du $130. C'est acheter des œufs, du lait, voilà quoi. Non, peut-être pas non plus, mais bon, $130, 90 €. ça fait du 90 €. Ou vraiment on avait le basique. Enfin, on faisait pas d'à côté. Sans compter la viande des poissons et tout quoi. Voilà, 90 € d'épicerie. Parce que la viande et le poisson, ça c'était payé tous les 6 mois, livré par des fermes. Mais, donc il fallait se dire 90 €. Là, quand on est rentré, on a vu à la semaine, quand on est parti de France, on était à peu près dans les, pareil, 90, 110 €. Et là, on est tif-tif. Sur des grosses courses, on doit être à 10-15 € de plus quoi. Même pas, enfin... Ouais. Tout compris, et viande et tout comprise là. Parce que là, les dernières grosses courses qu'on a fait là, quand on est rentré de vacances, c'était quand même des grosses courses. Je sais pas si vous le faites aussi, on s'amuse à estimer les prix une fois qu'on arrive en caisse. Voilà. Et juste le prix. Franchement, là, les dernières courses, je vais pas vous mentir, j'en ai eu pour 97 €. Mais full, hein. J'ai cordon bleu, poisson frais, j'avais des merguez, donc j'avais viande et poisson, légumes, desserts, couches, lingettes, même papier hygiénique, vraiment tout quoi. Voilà, vraiment tout. Et j'en ai eu pour 97 €. Et même les critères. Ouais, et sachant que voilà, on s'est fait des petits plaisirs, fromage. Donc franchement, nous ça nous choque pas. Maintenant ça nous choque plus. On se dit franchement ça va. Et sachant que c'est des courses, là ces grosses courses, on va peut-être un petit peu ravitailler là dans la semaine, mais ces grosses courses ça peut nous faire du 2 semaines et ravitailler un petit peu en fait faire des grosses courses aux 2 semaines et des petites courses après entre deux quoi. Donc voilà, c'était au niveau coût de la vie. Bon, du coup, on va faire les chapitres 6 et 7 en même temps, car ça se rejoint en fait. Et pour éviter que ça dure 5 heures la vidéo non plus, parce que là on est pas loin d'1 heure, je pense. Bon, désolé, mais vous vouliez la vidéo, vous vouliez des explications, comme on vous a dit, on essaie de faire bref, mais il y a tellement à dire et encore on se retient. Donc bref, je me tais, je le vois me regarder. Vas-y, fais-toi plaisir, ça c'est son chapitre. Bon, non, après, ouais, c'est l'injustice et les mentalités québécoises, québécoises, parce que canadiennes sont plus ouverts d'esprit. Quoi vous dire? Alors, je reviens sur un truc à la Jim Morgan quand j'étais pas là, je l'ai entendu de loin. On dit qu'au Canada, il n'y a pas de racisme et tout comparé à la France. En fait, il y en a, mais c'est différent. On a vu qu'en 2 ans, ça a beaucoup évolué, les mœurs et compagnie. On ne voyait pas de racisme à la base contre les Maghrébins, les Blacks, les Métis et compagnie, quoi, je veux dire, en gros. Mais ça se développe de plus en plus et on voit beaucoup de racisme anti-français. Ouais. Oui, voilà, c'est vrai que quand j'ai dit racisme, c'est nous, en France, on peut avoir du racisme directement par rapport à nos couleurs de peau ou quoi. Là-bas, ça, non. Même les femmes peuvent être voilées, travailler voilées. Il y a des policières voilées. Ouais, ça, là-dessus, l'ouverture d'esprit culturelle est présente.
Mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de racisme anti-français. Sur nos réseaux, quand on a annoncé la naissance de notre fils au Canada. C'était pour avoir les papiers, c'est pas possible. Alors là, je vous dis même pas. Bon, après, c'est toujours les haters. Hein, c'est une petite minorité qui ouvre très grand sa gueule. C'est 1% des gens, quoi. Voilà. Et ceux qui se cachent derrière les ordinateurs, quoi. Mais c'est vrai que là, on a ressenti quand même une vague. Et comme j'ai pu vous le dire, moi, si j'aurais pu accoucher en France, je l'aurais fait, en fait. En soi, ça n'apporte rien de faire un enfant au Canada. Si il est canadien, mais nous, ça nous apporte rien. Hein. Oui, il est né canadien. Oui, il a le passeport canadien. Mais pour nous, ça nous a servi à rien. Et puis, après, OK, il ne paye pas l'ESTA pour aller aux États-Unis. Bon, $20, $21. Voilà, on n'est pas à $21 près. Et puis, bon, avec ce qui se passe en ce moment, on ne dira rien, mais ça se trouve. C'est cool, ça va faire partie des États-Unis très prochainement. Bref, on ne va pas repartir sur ce débat. Non. Mais bon, donc le racisme anti-français, en fait, comme partout, en fait, déjà, les Québécois, ils se voient pas. C'est comme la Corse en France ou d'autres régions, en fait, ils se veulent indépendants. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne savent pas. Donc, pour eux, le Québec ne fait pas partie du Canada, c'est un pays à part entière. Même si c'est qu'une région, juste. Et du coup, nous, les Français, on est mal vus. qu'en gros, on vient prendre leur terre, en fait. Sachant que eux, c'est des anciens Français ou Anglais qui ont été colonisés, les Indiens, les pauvres. Donc à la base, c'est des colonisateurs que finalement, il y a que d'autres personnes viennent coloniser leur pays. Alors qu'on ne vient même pas coloniser, sachant que sans les expatriés, excusez-moi, mais le Québec ou le Canada, bon après il y a beaucoup au Québec, mais n'en serait pas là économiquement. Il faut se dire que sans la main d'œuvre étrangère, le truc il est vraiment. Mais surtout qu'en plus l'avantage qu'ils ont au Canada, c'est comme l'Australie et tout, c'est qu'ils font venir de la main d'œuvre qu'ils puissent apporter au pays. C'est pas comme en France, c'est considéré comme la déchetterie de l'Europe en fait. Donc les gens qui vont là-bas, c'est pas pour choper l'aide de l'État. Ah non, parce qu'on n'a aucune aide. C'est pour travailler en fait. Il n'y a pas d'aide qui nous arrive quoi. On paye des impôts comme tout le monde. Il n'y a pas de CAF, il n'y a pas la CMU, il n'y a pas l'aide médicale. On peut avoir un peu d'aide aux enfants, mais au bout d'1 an et demi de vie au Canada. Au bout de 18 mois, on peut prétendre aux allocations familiales. Donc ça, à la naissance de bébé, du coup, et qu'on a fait 18 mois sur le sol, on a pu prétendre quelques mois. Mais voilà, c'est pas non plus... la France, c'est vraiment... si vous voulez profiter des aides, venez plutôt en France que d'aller au Canada. C'est pas le but. Oui, c'est pas le but, mais voilà, pour vous dire, quand on va au Canada, on sait qu'on n'a pas d'aide. L'aide au logement, tout ça, les appels, ça n'existe pas. Donc c'est vrai qu'au niveau... je te coupe, je reprends un petit peu, mais au niveau de ça... Il y a beaucoup de racisme, beaucoup de gens qui pensent qu'on vient profiter du Canada, qu'on vient truc, mais en fait non, quand on y va, c'est vraiment boulot, boulot, maison, boulot, boulot, boulot. Il y a une grosse cause qui est due en ce moment, c'est pour la crise de logement en fait. Mais en fait, c'est leur système qui est mal fait en fait, parce qu'ils disent que les Français viennent d'autres pays, par exemple aussi, moi je parle français parce qu'on est français, mais on vient et du coup on paye cash des maisons plus chères en fait que le prix normal du marché. Mais en fait, c'est eux qui augmentent les prix, donc on est obligé d'acheter pour se loger en fait. Donc c'est eux qui profitent du système pour augmenter, pour avoir plus d'argent. Et du coup, ils nous remettent toute la faute dessus. Je sais pas si tu as compris, mais c'est ça, c'est bien dit. Quoi. Oui, en gros, c'est le gouvernement qui veut. Pas le gouvernement, c'est le propriétaire, c'est le système. C'est le système en soi qui. C'est l'offre et la demande ça, après. Voilà. Donc, mais eux, je pense qu'ils n'étaient pas prêts à avoir d'un coup ce truc d'offre et la demande aussi explosif. C'est peut-être que le Covid a explosé avec le. Voilà, parce que ça a été fermé un temps, toutes les frontières mondialement et tout. Puis l'après-Covid, là, ça a été une explosion. On est tous arrivés avec nos petits bagages. Coucou, c'est nous, ça y est, on peut profiter de nos. On dit, on a marre de Macron, viens voir. Voilà, on peut profiter de nos visas au Canada. Mais bon, c'est vrai que voilà, la mentalité au niveau du racisme, il faut s'attendre à avoir du racisme anti-français. Et c'est pas méchant, mais après, on va pas se mentir. On va pas se mentir que bon, les Français, on est très mal vus dans le monde entier. Notre côté gris, notre côté hautain, on s'en cache pas, on râle pour tout. Enfin, comme là, notre vidéo, on râle, on est. Voilà. Mais vous nous aimez dans le fond, c'est qu'on vous aime et vous nous aimez. Après, comme je l'ai dit, c'est pas tout le monde, c'est qu'une partie. Mais voilà, c'est la partie qui crie plus fort, quoi, en fait. Mais on va pas se mentir que les Québécois, vous êtes un petit peu foutus, vous aussi. Voilà. Il y en a partout, mais c'est vrai que par devant, c'est des accolades, mon ami de ça. Et par derrière, hostie de français, rentre chez toi, tu nous caïs et compagnie, quoi. Après, c'est très compliqué de trouver des amis proches québécois. Voilà. Ils sont dans un cercle entre eux et ils acceptent forcément les étrangers. Ça met du temps, beaucoup de temps. Ils n'accordent pas leur confiance à tout le monde, ce qui est compréhensible aussi, mais donc du coup les Français restent entre eux, etc. Et du coup ça crée des clans et c'est pour ça qu'il y a encore plus de débats dessus, quoi. Donc voilà, et quand Mehdi il disait que le Québec ne se sent pas
province du Canada, enfin se sent un pays indépendant. C'est vrai que vous retrouverez notre vidéo de quand on est passé au tribunal pour une amende. Et là, je pense On que en fait encore, là j'ai un commentaire sur ça. c'est vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, je pense, où on s'est dit waouh, on vit sur une autre planète, où on prouve par A plus B qu'on est Dans la conformité des choses au niveau des lois canadiennes, qu'on sort les articles de loi, qu'on sort au niveau du problème de ce qu'on a eu. Enfin bref, on prouve qu'au niveau du Canada et même le continent Amérique du Nord, dans les règles, on ose nous sortir. Mais ici, vous n'êtes pas au Canada, vous êtes au Québec. Après, comme plusieurs nous ont dit aussi, chaque région a ses propres lois en fait. Alors, chaque région a ses propres lois et voir dans le Québec, des fois, chaque ville a ses propres... Enfin, chaque sous-province, si je peux dire, comme Québec City et Montréal, peuvent avoir des trucs différents. Mais... Sauf que là, pour la cause, c'était homologué pour le Québec aussi. Voilà, c'était homologué vraiment pour le Canada. Il n'y avait pas écrit hors Québec, hors truc. C'est ça, ouais. Bref. Bon, on a eu un petit bug de fin de vidéo. Du coup, on retourne là avant de poster la vidéo. Ouais. Donc, d'où le fait que tout le monde ne soit pas habillé pareil. Donc on a été où? On a été sur, je crois, l'affaire du tribunal. Voilà, donc tout simplement, c'était vraiment des absurdités que c'est comme ça. Donc voilà, après, la mentalité ne collait peut-être pas forcément avec nous. Parce que nous, on n'aime pas trop être dans quand même cette routine maison, dodo, boulot. Et après, ce que j'ai souvent redit, après, c'est pas le cas pour partout, c'est pour vraiment côté Québec et tout, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont 10 ans de retard par rapport à la France, malheureusement. Donc c'est vrai qu'on a l'impression, en fait, on part dans un pays pour progresser à la base, mais en fait on régresse. Donc, alors, on a progressé sur le plan personnel, mais après, ça, pour le reste, sûr. Mais c'est vrai que pour le reste, on s'attend quand même un peu... en mode comme l'Ontario, par contre, on a trouvé que ça, là, c'était différent. Je crois que c'est que le côté Québec, parce que c'est vrai qu'on a fait le côté Ontario, et ça n'a rien à voir, honnêtement. Après, ils sont très conservateurs aussi, le Québec. Ouais, c'est ça, qu'il faut se dire. Ouais, c'est bizarre l'aspect, parce qu'en fait, je sais pas comment expliquer. En fait, faudrait voir par vous-même, en fait. Mais voilà, c'est vraiment ce côté très conservateur à l'ancienne, le vieux français. Plein de choses qui ont fait que, voilà, ça n'a pas collé. Routine maison dodo, il y en a beaucoup qui m'ont dit, mais tu vas le retrouver en France. Mais non, parce que nous, on vient quand même, comme on disait, du sud de la France. On a l'Espagne à côté, on a l'Andorre, on a la plage à 10 minutes, on a la montagne à 1h30. Donc c'est vrai que dans notre rythme de vie ici, on a quand même une facilité à sortir avec nos potes. Ouais. Enfin, voilà, on n'est pas vraiment bridé. Vraiment là, on était bridés, on faisait des sorties, oui, mais on n'avait plus ces liens sociaux, on n'avait plus le fait de bouger comme ça, de profiter, enfin voilà, donc très belle expérience. Si vous devez la tenter, on ne vous dira jamais ne la tentez pas. Non, c'est ça. Tentez-la, parce que même sur le plan personnel, ça apporte énormément. Mais par contre, voilà, c'est sûr que... Comme on l'a dit, c'est par rapport à nous-mêmes, en fait. Donc, vous, ça vous plaira sûrement. Mais nous, ça n'a pas forcément collé, en fait. Mais voilà, comme Morgane disait, on n'a pas de regrets. Si on l'aurait pas fait, on aurait probablement regretté. Mais voilà, ça nous a appris et on rentre en France sans rancune. Au contraire, finalement, on est même content d'être en France. C'est ça aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui ont, parce qu'on a vu, on parle avec beaucoup de personnes qui sont abonnées, du coup. Et il y en a beaucoup qui ont peur de revenir en France parce qu'ils ont peur que ce soit un échec, considéré comme un échec. Mais non. Mais pas du tout, en vrai. C'est une étape de la vie. Et dans tous les cas, ça sert de tremplin pour mieux rebondir, pour se dire, comme nous, on se dit maintenant, si on doit partir dans un autre pays, ce sera un pays chaud et voilà. Donc, on espère que ça aura répondu à vos questions. Ne le prenez pas personnellement, non, bien ce ne sont pas des évidemment. attaques. On peut faire des petites blagues, mais c'est pas des attaques, quoi. Donc, voilà. Et comme on dit, ça a été une très belle expérience qui aura quand même illuminé cette expérience de 2 ans au Canada. C'est la naissance de Baby M. Donc ça, c'est vraiment le plus gros bonheur et, si je puis dire, qu'on ait pu avoir là-bas. Ça nous a permis de voyager aussi, des voyages qu'on n'aurait peut-être pas pu faire tout de suite avec les enfants. Donc on a vraiment profité au maximum, mais malheureusement, des fois, vaut mieux mettre fin avant que ça... surtout que là, les lois d'immigration, elles ont empiré depuis qu'on est parti. Voilà, donc au final, on est parti au bon moment, je trouve. Non, ouais, tout c'est bien. Là, avec Trudeau qui s'en va, on ne sait pas ce qu'il va y avoir. L'immigration qui est bloquée jusqu'à cet été minimum. Voilà, donc voilà, sans regret, une bonne chose de faite. Maintenant, place à l'avenir. Et puis de toute façon, j'allais dire de toute façon, il y en a qui nous ont dit que du coup, se désabonner, ça ne nous dérange pas. Non, il nous suffit par rapport à l'expatriation. Voilà, par rapport à l'expatriation. Par contre, sachez qu'on va continuer
par exemple, il y avait de l'administratif, tout ça que j'avais toujours pas expliqué par rapport au Canada, donc je vais continuer à vous faire des vidéos explicatives par rapport à ce que nous on a pu avoir ou non, les allocations familiales, le congé parental, voilà. Et pareil, ça peut aider des vidéos explicatives Comment on quand fait pour revenir on rentre en France, parce qu'il y a beaucoup d'administratifs à faire. Côté français, on va pas se mentir. Il y a beaucoup qui ont peur de le faire, donc qui restent là-bas par, comment dire, par dépit en fait. Donc il y aura toujours de toute façon des vidéos en lien avec l'expatriation et puis qui sait. Qui sait, peut-être on repartira autre part, mais j'annonce un pays chaud. Voilà, bon sur ce, on vous fait des bisous et puis À bientôt. à bientôt.